Et dans notre rendez-vous des rencontres de Sud Radio et de la France qui agit, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui m'a époustouflé. Il s'appelle Éric Vigouroux et il est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Éric. Bonjour Laurence et merci pour votre invitation. Cet homme a réalisé un pari totalement fou, traverser l'Afrique en Citroën Ami. Alors là déjà, rien que la Citroën Ami pour traverser l'Afrique, alors que vous ne faites même pas 1m60, hein, vous êtes quand même un homme grand. Déjà, je voudrais qu'on comprenne d'où est parti ce pari fou et pourquoi vous avez eu envie de faire cette traversée en Citroën Ami électrique. Alors, juste pour rebondir sur la question de la taille, je fais effectivement 1m87, mais j'ai réussi à me loger très confortablement dans la Citroën Ami parce que comme c'est un véhicule électrique, il y a beaucoup d'espace qui est dégagé maintenant par des organes mécaniques qui sont beaucoup plus petits que sur un véhicule thermique. Après, pour répondre à la question, comment cette idée un peu dingue m'est venue à l'esprit, tout simplement parce que, alors, pour vous donner un peu de contexte, je suis né dans une petite ville du Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Mes parents étaient concessionnaires automobiles et j'ai grandi dans cet environnement et je fais partie de cette génération qui a vu partir les premiers Paris-Dakar dans les années 79, dans les années 80 et je me suis promis qu'un jour je ferais la même chose. Donc voilà, j'ai pu réaliser une carrière de 20 ans en rallye raid et il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai décidé de tourner la page parce que j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour du sujet et j'avais envie de retourner en Afrique mais d'une façon plus vertueuse, plus en phase avec notre époque. Et comme par hasard, en 2022, j'étais en vacances chez mes beaux-parents en Bretagne et je tombe sur un bouquin, La Croisière Noire. Alors là, j'ai été vraiment interpellé parce que je connaissais assez bien la Croisière Jaune. Mon père m'en avait beaucoup parlé, j'avais vu des documentaires, mais la Croisière Noire, je connaissais pas. Donc, je me suis plongé dans cette lecture et j'ai découvert qu'André Citroën et ses hommes avaient été les premiers à traverser le continent africain en 1924-1925. Et à la fin de ce récit, j'étais absolument subjugué et je me suis dit, tiens, c'est peut-être la belle histoire que je cherchais pour retourner en Afrique. Mais pourquoi une Citroën Ami électrique ? Pourquoi pas une voiture classique de raid ou de rallye ou un gros 4x4 Toyota Alors pour tout vous dire, quand j'ai eu l'idée de réinterpréter cette expédition, la Croisière Noire, mais de façon contemporaine, j'ai tout de suite regardé dans la gamme Citroën des véhicules électriques, ce qui existait. Je suis tombé sur le Berlingo, sur le Jumpy, mais bon, ce sont des véhicules assez lourds. Je sais qu'en Afrique, il n'y a pas d'infrastructure pour recharger les voitures. Et je me suis dit, tiens, peut-être que la Citroën Ami, c'est ma chance, parce que c'est d'abord un véhicule qui est fait d'un châssis tubulaire, donc assez facile à préparer, à modifier, contrairement à des voitures classiques, et surtout très légère, donc peu gourmande en électricité. Et c'est ça qui a fait que mon choix s'est porté sur cette voiture. Puis il y avait quand même une autre raison, ça m'intéressait beaucoup de prendre ce véhicule un petit peu à contre-emploi, puisque clairement une Citroën Ami c'est fait pour l'acheter son pain, déposer les enfants à l'école. Et moi j'ai trouvé intéressant de marquer les esprits en démontrant qu'un petit véhicule léger électrique pouvait faire de grandes choses. Concrètement, Éric, il n'y a pas de prise électrique partout dans le désert africain, parce que racontez-nous d'où vous êtes parti et jusqu'où vous êtes arrivé. Vous avez traversé le continent africain. Oui, et même avant de traverser le continent africain, on a d'abord traversé la France. Oui, mais ça, on trouve des prises. On trouve plus facilement voilà, il y a des prises. 2 ans. Voilà, mais disons que c'était la mise en jambe, c'était le prologue, si on peut faire une allusion au Paris-Dakar. Et arrivé en Afrique, en fait, en amont, avant de partir dans l'expédition, on avait contacté toutes les centrales d'énergie renouvelable qu'on avait pu identifier sur la carte de l'Afrique, en tout cas sur le parcours qu'on avait imaginé. Et la plupart d'entre elles nous ont ouvert leurs portes. Enfin, franchement, on a eu un accueil extraordinaire. On a découvert des installations que vous n'imaginez même pas en Afrique. Et comme on savait que de toute façon ces installations n'étaient pas présentes sur toute la traversée de l'Afrique, on a emporté avec nous, et c'est ça la clé de la réussite, on a emporté avec nous des centrales solaires portables qu'on a fait développer spécialement pour les installer à la place du siège passager. Et avec ça, on tenait 2 jours avec une charge complète, c'est-à-dire à peu près 450 km, et tous les 2-3 jours, on déployait nos panneaux solaires quand il n'y avait pas de centrale d'énergie renouvelable sur notre parcours. Énormissime. Enfin, franchement, quelle aventure de fou. Alors, évidemment, on n'aura pas le temps parce on aurait besoin de 2 heures et plus parce que vous faites des conférences pour raconter votre aventure incroyable. Quels ont été les moments les plus marquants pour vous avec votre équipe? Vous n'êtes pas parti seul, hein. Il y avait combien? Il y avait 3 Citroën Ami et une moto? Alors c'est ça, moi je voulais que ça ressemble quand même à une expédition façon André Citroën. Donc on est parti non pas avec 8 auto-chenilles comme lui l'avait fait à l'époque, mais avec 4 Citroën Ami électriques. Donc j'étais avec 3 autres coéquipiers dans des Citroën Ami, et on avait aussi un caméraman qui nous a suivis, mais je lui ai imposé que ce soit une moto électrique. Donc on s'est rajouté tous 4 panneaux solaires dans chaque voiture pour pouvoir alimenter la moto électrique du caméraman, et on est en train de monter un documentaire dans lequel vous verrez les bons moments et les mauvais moments. Alors si je devais en citer 2,
Le plus mauvais moment, le moment le plus difficile, c'est à peu près au milieu de l'expédition. On arrive au Congo-Brazzaville. Au moment où on arrive en ville, je tombe malade comme un chien. On est tous tombés malades, mais moi j'ai battu le record ce jour-là. J'étais fébrile, des frissons partout. Et en fait, on n'a jamais su si c'était la malaria ou si c'était une infection que je m'étais faite au pied, un bobo que j'ai mal soigné. Enfin, j'ai frôlé le rapatriement sanitaire. Dieu merci, le docteur m'a remis sur pattes et on est reparti une semaine plus tard. Mais enfin, on a passé une petite semaine à Brazzaville. En plus, on avait des problèmes logistiques, des pièces détachées qui n'arrivaient pas, des pneus, un fleuve à traverser alors qu'il n'y avait pas de bac, il n'y avait pas de pont. On savait qu'il n'y avait pas de pont, mais on pensait on trouverait un ferry, mais non, on a dû louer une barge, on a dû trouver des grues pour gruter les voitures. Enfin, je vous passe les détails. Comme vous dites, on pourrait y passer des heures. Et voilà, donc ça c'était pour le souvenir le plus difficile. À Brazzaville, on a eu de vrais challenges à relever. Et le plus heureux, en quelques mots, finalement, c'était un rêve qui s'est réalisé, le rêve que j'avais fait avant de partir. On s'est retrouvé proche d'un petit village au sud du Sénégal, près de Tambacounda. On était fatigués, les batteries étaient toutes vides dans tous les sens du terme, celles des voitures comme celles des hommes. On avait faim, on n'avait pas envie de faire à manger, et des villageois s'étaient approchés de nous, intrigués par ce qu'on était en train de faire au moment où on déployait les panneaux solaires. Et j'aurais dit, écoutez, on est crevés, est-ce que ensemble on pourrait préparer un repas? Et ils sont partis faire des courses. Le soir, à la nuit tombée, ils sont revenus avec tous les enfants du village, les anciens, tout le monde était là. Excellent. Ils nous ont préparé un poulet yassa sous un clair de lune. Et à la fin du repas, ils ont tourné les gamelles, ils nous ont joué les rythmes, ils se sont mis à danser. Enfin, j'étais en plein rêve. C'était exactement ce que j'avais imaginé vivre. Pour conclure, Eric, on va rappeler qu'il va y avoir un documentaire qui va sortir. Il y a un film incroyable sur cette aventure magique. Écoutez, oui, on y travaille. Ça n'a pas été simple parce qu'on a plus de 400 heures de rush, 230 interviews, Excellent. 16 pays traversés, 17 000 kilomètres. Donc vous imaginez un peu tous les rushs qu'il y a à traiter. Mais normalement, ce challenge sera relevé aussi pour le mois de novembre parce que le 27 novembre, et j'y tenais, l'avant-première de ce documentaire aura lieu à Abidjan, où on a été extraordinairement bien reçus par différents acteurs locaux et aussi par notre ambassadeur français à Abidjan. Donc voilà, au mois de novembre prochain, le 27 novembre, dans le cadre du salon Équipe Auto, la première édition en Côte d'Ivoire, je ferai une grande conférence pour présenter ce documentaire. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Et puis, vous nous tenez au courant et je vais inviter, évidemment, tous ceux qui viennent d'écouter ce témoignage incroyable de ce que vous avez fait. C'était en 2024, le 28 octobre 2024 à janvier. Ça, c'était le départ. Voilà, en janvier 2025, la croisière verte 2024. Et ça s'appelle lacroisièreverte.fr pour aller vous suivre et vous retrouver sur ce site internet. Et évidemment, l'obligation pour vous de nous donner des nouvelles de la suite des aventures. Merci, Eric. Ah ben, il y en aura. Ah ben, on je y sais travaille. bien. On y travaille. Bon dimanche. Merci beaucoup, Laurence. Merci à vous. Bon dimanche.